Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. Je me dis que le micro est un peu loin, pardon, je le rapproche. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour la lecture de Frankenstein. Nous en sommes au chapitre 16. Si vous trouvez que j'ai une petite tête, c'est normal. Je suis toujours un peu fatiguée. Et au-delà de ça, je n'ai pas du tout de maquillage. Et je crois que ça joue beaucoup. Mais comme ici, on est plutôt naturel. Bon, bah voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis, si le camion veut bien passer, je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup. Chapitre 16. Le monstre cessa de parler et fixa les yeux sur moi, dans l'attente d'une réponse. Mais j'étais troublée, hors de moi et incapable de rassembler assez mes idées pour comprendre toute l'étendue de sa proposition. Il continua. Il faut me créer une femme avec qui je puisse vivre dans l'échange de ces sentiments nécessaires à mon existence. Vous seul pouvez le faire et je vous le demande comme un droit que vous ne devez pas refuser. La dernière partie de son histoire avait rallumé dans mon cœur la colère qui s'était apaisée pendant le récit de sa vie paisible parmi les habitants de la chaumière et, lorsqu'il prononça ces derniers mots, je ne pus contenir plus longtemps la fureur qui me consumait. « Je refuse, répondis-je, et aucun supplice n'arrachera jamais mon consentement. Tu peux me rendre le plus malheureux des hommes, tu ne m'aviliras jamais à mes propres yeux. Irais-je créer un autre être semblable à toi-même et dont la méchanceté jointe à la tienne désolerait le monde? Éloigne-toi, je t'ai répondu. Tu peux me torturer, je n'accéderai jamais à ta demande. Vous avez tort, répliqua le démon. Et au lieu de me servir de menace, je me contenterai de raisonner avec vous. Je suis méchant parce que je suis malheureux. Ne suis-je pas abandonné et haï par toute l'espèce humaine? Vous, mon Créateur, si vous me mettiez en pièces, vous triompheriez. Souvenez-vous-en et dites-moi pourquoi j'aurais pour l'homme plus de pitié qu'il ne m'en témoigne. Vous ne croiriez pas commettre un meurtre si, me précipitant dans un de ces abîmes de glace, vous me faisiez périr, moi, l'ouvrage de vos mains. Respecterai-je l'homme lorsqu'il me méprise? Faites-le vivre avec moi dans un échange de bonté, et au lieu de lui nuire, je lui ferai toutes sortes de biens en pleurant de reconnaissance de ce qu'il veuille bien les accepter. Mais il n'en saurait être ainsi. Les sens humains sont des barrières insurmontables à notre union. Cependant, les miens ne se soumettront pas à un esclavage honteux. Je vengerai mes injures. Si je ne puis inspirer l'amour, j'inspirerai la crainte. Et c'est surtout à vous, mon plus grand ennemi, parce que vous êtes mon Créateur, que je jure une haine éternelle. Prenez-y garde, je travaillerai à votre destruction, et je ne m'arrêterai pas que je n'ai désolé votre cœur, de manière à ce que vous maudissiez l'heure de votre naissance. Une rage infernale l'animait en prononçant ces paroles. Sa figure se ridait en contorsions trop horribles pour que des yeux humains pussent la regarder. Mais il se calma promptement et ajouta: « Je voulais raisonner, mais mon emportement s'y oppose. Et cependant, vous ne réfléchissez pas que vous êtes la cause de ces excès. Si un être quelconque éprouvait pour moi quelque émotion de bienveillance, je la lui rendrais au centuple. Pour cet amour d'une seule créature, je ferais la paix avec l'espèce entière. Mais je vois que je me laisse aller à des rêves de bonheur qui ne peuvent se réaliser. Ce que je vous demande est raisonnable et modéré. Je veux une créature d'un autre sexe, mais aussi hideuse que moi. Ce présent est faible, mais c'est tout ce que je puis recevoir et je serai content.
Il est vrai que nous serons des monstres séparés du monde entier, mais nous en serons plus attachés l'un à l'autre. Nous ne vivrons pas heureux, mais nous serons innocents et à l'abri du malheur que j'éprouve maintenant. Ah, mon Créateur, rendez-moi heureux, qu'un seul bienfait me permette de vous exprimer ma reconnaissance. Laissez-moi connaître le plaisir de toucher le cœur d'un être existant. Ne me refusez pas ce que je vous demande. Je fus touchée. Je frissonnais en pensant aux conséquences que pourrait avoir mon consentement, mais je sentis que ses raisonnements étaient assez justes. Son histoire et les sentiments qu'il exprimait dans ce moment prouvaient quelque délicatesse. D'ailleurs, ne lui devais-je pas, à titre de créateur, toute la portion de bonheur qu'il était en mon pouvoir de lui accorder? Il remarqua un changement dans ce que j'éprouvais, et il poursuivit. Si vous consentez à ma demande, je ne paraîtrai jamais ni devant vous, ni devant aucun être humain. J'irai dans les vastes déserts de l'Amérique méridionale. Ma nourriture n'est pas celle de l'homme. Je n'égorge ni l'agneau ni le chevreau pour assouvir mon appétit. Les glands et les graines me suffisent. Ma compagne sera de la même nature que moi et se contentera de la même manière de vivre. Les feuilles sèches nous serviront de lit. Le soleil brillera pour nous comme pour l'homme et mûrira notre nourriture. Le tableau que je vous présente est une image de paix et d'humanité. Vous devez sentir que vous ne pourriez contrarier mes vœux que par abus de pouvoir et par cruauté. Tout à l'heure, vous avez été sans pitié pour moi. Je lis maintenant la compassion dans vos regards. Laissez-moi saisir le moment favorable, laissez-moi obtenir la promesse de ce que je désire si ardemment. Tu te proposes, répondis-je, de t'éloigner de la demeure des hommes, de vivre dans ces déserts où tu n'auras d'autre société que celle des bêtes féroces? Comment pourras-tu persévérer dans cet exil, toi qui désires l'amour et la sympathie de l'homme? Tu reviendras rechercher encore leur amitié et tu ne trouveras que leur haine. Ta passion du mal se renouvellera et tu auras alors une compagne pour t'aider à détruire. Cela ne se peut. Ne m'en parle plus car je n'y puis consentir. Quelle inconstance dans vos sentiments. Il n'y a qu'un moment vous étiez ému par mes raisonnements. Pourquoi vous endurcissez-vous contre mes plaintes? Je vous jure, par la terre que j'habite et par vous-même qui m'avez créé, que je quitterai avec la compagne que vous me donnerez le voisinage de l'homme et que nous irons habiter dans le lieu le plus sauvage. Je ne serai plus animée par le mal, car je connaîtrai la sympathie. Ma vie s'écoulera tranquillement et, à mes derniers moments, je ne maudirai pas mon Créateur. Ces paroles firent sur moi un effet étrange. Je fus touchée de compassion et je sentis un moment le désir de le consoler, mais en le regardant, en voyant la masse informe se mouvoir et parler, mon cœur se souleva et mes sentiments furent ceux de l'horreur et de la haine. Je m'efforçais de les étouffer. Je pensais que, dans l'impossibilité de sympathiser avec lui, je n'avais pas droit de le priver de la petite portion de bonheur qu'il était encore en mon pouvoir de lui accorder. « Tu jures d'être bon, lui dis-je, mais n'as-tu pas déjà montré un degré de perversité tel que je pourrais avec raison me défier de toi? Ne serait-ce pas une feinte pour accroître ton triomphe en ouvrant une plus vaste carrière à ta vengeance? Qu'est-ce? Je croyais avoir excité votre compassion et vous me refusez encore le seul bienfait qui puisse adoucir mon cœur et me rendre bon. Si je n'ai ni devoir ni affection, la haine et le crime seront mon partage. Aimé d'un autre, je n'aurai plus de motif pour être criminel et tout le monde ignorera que j'existe. Mes défauts viennent d'une solitude forcée que j'abhorre et mes vertus se formeront nécessairement dans la vie que je passerai avec une créature semblable à moi. Je connaîtrai les affections d'un être sensible et je me rattacherai à la chaîne d'existence et d'événements
dont je suis maintenant exclue. Je me tus quelque temps pour réfléchir à tout ce qu'il venait de dire et aux différents raisonnements dont il s'était servi. Je pensais aux vertus qu'il avait promises au commencement de son existence. Je compris que tout bon sentiment avait été éteint en lui par le dégoût et le mépris qu'il avait éprouvé de ses protecteurs. Je n'oubliais pas dans mon calcul son pouvoir et ses menaces. Une créature qui pouvait exister dans les froides cavernes des glaciers et éviter les poursuites au milieu de précipices inaccessibles était un être qui possédait des facultés contre lesquelles il serait inutile de lutter. Après un long silence de réflexion, je conclus que la justice qui lui était due, celle qui était due à mes semblables, exigeait que je consentisse à sa demande. Je me tournai vers lui en disant « Je consens à ta demande, mais j'exige le serment solennel que tu quitteras pour toujours l'Europe et tout autre lieu dans le voisinage de l'homme dès que je remettrai entre tes mains une femme qui t'accompagnera dans ton exil. » « Je jure, s'écria-t-il, par le soleil et la voûte azurée du ciel, que si vous vous rendez à ma prière, tant qu'ils existeront, vous ne me reverrez jamais. Retournez chez vous et commencez vos travaux. J'observerai leur progrès avec une sollicitude inexprimable. Mais soyez sans crainte, je ne paraîtrai que quand vous serez prêts. » À ces mots, il me quitta brusquement, dans la crainte peut-être de quelque changement dans mes sentiments. Je le vis descendre la montagne avec plus de rapidité que le vol d'un aigle et je le perdis bientôt de vue parmi les ondulations de la mer de glace. Son histoire avait duré toute la journée et le soleil était sur le bord de l'horizon lorsqu'il partit. Il était tard. Je devais me hâter de descendre vers la vallée pour n'être pas enveloppée par l'obscurité. Mais mon cœur était oppressé et ma marche lente. J'étais retardée par la difficulté de courir parmi les petits sentiers des montagnes, par l'embarras que j'éprouvais à poser mes pieds avec fermeté, et par les émotions dont j'étais occupée, et auxquelles avaient donné lieu les diverses circonstances de la journée. La nuit était fort avancée lorsque j'arrivai à mi-route du lieu de repos. Je m'assis auprès de la fontaine. Les étoiles étaient tantôt brillantes, tantôt cachées par les nuages. Les sombres pins s'élevaient devant moi et de temps à autre, des arbres brisés et renversés par terre s'offraient sous mes pas. La scène était d'une solennité imposante et fit naître en moi d'étranges pensées. Je pleurais avec amertume et frappais mes mains avec désespoir en m'écriant « Ô étoiles, vents et nuages, vous allez tous me railler. Si vous avez réellement pitié de moi, ôtez-moi les sens et la mémoire, anéantissez-moi et, si vous n'écoutez pas ma prière, fuyez, fuyez, laissez-moi dans les ténèbres. » Ces idées étaient extravagantes et tristes, mais je ne puis vous décrire combien j'étais accablée par l'éclat des étoiles et combien je prêtais l'oreille à chaque coup de vent comme s'il devait m'entraîner pour me détruire. Le matin venait de paraître et je n'étais pas encore arrivée au village de Chamonix. À mon retour, mon air hagard et étrange fut peu propre à calmer les craintes de ma famille qui, toute la nuit, avait attendu mon retour avec inquiétude. Le jour suivant, nous retournâmes à Genève. L'intention de mon père, en entreprenant ce voyage, avait été de me distraire et de me rendre la tranquillité que j'avais perdue. Mais le remède était loin d'avoir opéré. Ne pouvant connaître l'excessive douleur dont je paraissais souffrir, il se hâta de retourner à la maison dans l'espoir que le repos et la monotonie d'une vie domestique adouciraient insensiblement mes souffrances, quelle qu'en fût la cause. Pour moi, j'étais indifférent à tous leurs arrangements et la tendre affection de ma bien-aimée Élisabeth ne pouvait m'arracher à mon désespoir. La promesse que j'avais faite au démon pesait sur mon esprit comme le capuchon de fer de Dante sur la tête des hypocrites en enfer.
Tous les plaisirs de la terre et du ciel passaient devant moi comme un songe, et cette pensée seule avait pour moi la réalité de la vie. Devez-vous vous étonner que je sois quelquefois possédée d'une sorte de démence, ou que je vois continuellement autour de moi une multitude d'animaux infâmes et qui m'accablent d'un supplice continuel dont l'horreur m'arrache des cris et des gémissements. Cependant, ces sentiments se calmèrent peu à peu. Je repris les habitudes journalières de la vie, sinon avec intérêt, du moins avec assez de tranquillité. Chapitre 17. Après mon retour à Genève, les jours et les semaines s'écoulèrent sans que je pusse trouver le courage de recommencer mon ouvrage. Si je ne remplissais pas ma promesse envers le démon, j'avais tout à craindre de sa vengeance. Cependant, je ne pouvais surmonter l'horreur que m'inspirait l'affreux travail dont j'étais chargée. Je comptais avoir besoin, pour former une femme, de plusieurs mois d'une étude profonde et de recherches pénibles. J'avais entendu parler de quelques découvertes faites par un philosophe anglais et dont il était nécessaire que j'eusse connaissance. Quelquefois, je pensais obtenir le consentement de mon père pour visiter l'Angleterre et m'instruire de ces nouvelles découvertes, mais je m'effrayais de toute espèce de retard et ne pouvais me résoudre à troubler la tranquillité qui commençait à rentrer dans mon âme. Ma santé, qui jusqu'alors avait décliné, était à présent bien rétablie, et mon courage ne s'affermissait pas moins lorsque je n'avais pas l'esprit frappé par le souvenir de ma malheureuse promesse. Mon père remarqua ce changement avec plaisir et chercha le moyen de dissiper ce qui restait de ma mélancolie, dont les noirs accès revenaient de temps à autre et troublaient le bonheur dont j'étais prêt de jouir. Dans ces moments, je me renfermais dans la solitude la plus profonde. Je passais des journées entières sur le lac, dans une barque, seul, silencieux, et indifférent au spectacle des cieux comme au bruit des vagues. Mais la vivacité de l'air et l'éclat du soleil manquaient rarement de me rendre quelque tranquillité et, à mon retour, j'accueillais mes amis avec un sourire plus agréable et un cœur plus gai. Un jour, lorsque je revins d'une de ces promenades, mon père m'appela auprès de lui et me parla ainsi. « Je suis satisfait, mon cher fils, de remarquer que vous avez repris vos premiers amusements et que vous semblez revenir à vous-même, quoique vous soyez toujours malheureux et que vous évitiez encore notre société. Pendant quelque temps, je me suis perdu en conjectures pour en découvrir la cause, mais hier, une idée m'a frappé. Si elle est fondée, je vous conjure de me l'avouer. La réserve sur ce point serait non seulement inutile, mais funeste à nous tous. » Cet exorde me fit trembler avec violence, mais mon père continua. « J'avoue, mon fils, que j'ai toujours envisagé votre mariage avec votre cousine comme le nœud de notre bonheur domestique et la consolation de mes vieux jours. Vous avez été attachés l'un à l'autre depuis votre première enfance. Vous avez étudié ensemble. Vous paraissez même vous convenir entièrement de caractère et de goût. Mais l'expérience de l'homme est si aveugle que ce qui me paraît le plus propre à seconder mon projet peut l'avoir entièrement détruit. Peut-être la regardez-vous comme votre sœur, sans désirer qu'elle devienne votre femme. Il est également possible que vous ressentiez de l'amour pour une autre personne et qu'en même temps vous pensiez être engagé d'honneur à votre cousine et que ce combat de sentiments soit la cause de la douleur poignante dont vous êtes affecté. Mon cher père, rassurez-vous, j'ai pour ma cousine une tendre et sincère affection. Je n'ai jamais vu de femme qui me parut aussi digne qu'Élisabeth d'admiration et de tendresse. L'union dont vous me parlez est l'espoir et le but de mon avenir. Les sentiments que vous venez d'exprimer, mon cher Victor, me donnent plus de plaisir que je n'en ai éprouvé depuis longtemps. Puisqu'il en est ainsi, nous serons certainement heureux, malgré le chagrin que nous causent les circonstances actuelles.
Je veux surtout dissiper ce chagrin qui paraît s'être si fortement emparé de votre esprit. Ainsi, dites-moi si vous vous opposez à ce que la célébration du mariage ait lieu sur le champ. Nous avons été malheureux, et depuis les derniers événements, nous sommes privés de cette paix journalière qui convient à mes années et à mes infirmités. Vous êtes plus jeune, mais je ne suppose pas qu'étant maître d'une fortune suffisante, vous trouviez dans un mariage contracté de bonne heure un obstacle au projet de vous illustrer et de vous rendre utile. Ne supposez donc pas que je veuille vous imposer le bonheur, que je m'afflige sérieusement d'un délai que vous proposeriez. Interprétez mes paroles avec candeur et répondez-moi, je vous en conjure, avec confiance et sincérité. J'écoutais mon père en silence, et je fus quelque temps sans pouvoir lui répondre. J'agitais rapidement une multitude de pensées dans mon esprit, et je fis 1000 efforts pour amener une conclusion. Hélas, la perspective d'une union prochaine avec ma cousine me remplissait d'horreur et d'épouvante. J'étais liée par une promesse solennelle que je n'avais pas encore tenue. Je n'osais pourtant pas la violer, car si j'avais cette témérité, je verrais fondre sur ma famille et sur moi-même les innombrables malheurs que nous réservait la vengeance du démon. Accablée de ce poids affreux, pourrais-je supporter un jour de fête? Il fallait que mes engagements envers le monstre fussent remplis et qu'il eût quitté ces lieux avec sa compagne pour qu'il me fût permis de jouir en paix d'une union dont j'attendais le bonheur. Je me souvins aussi de la nécessité soit de voyager en Angleterre, soit de nouer une longue correspondance avec les philosophes de ce pays, dont les connaissances et les découvertes m'étaient d'un usage indispensable dans ma nouvelle entreprise, car l'ancienne méthode pour obtenir l'intelligence désirée était longue et peu satisfaisante. Je n'étais pas non plus mécontente d'un changement. J'étais charmée de pouvoir passer 1 an ou 2 dans un autre pays et de me distraire par de nouvelles occupations. Absent de ma famille, il pouvait arriver pendant ce temps que je lui fusse rendu paisible et heureux par un événement quelconque. Ma promesse serait remplie et le monstre éloigné. Ou bien quelque accident aurait mis fin à sa vie et terminé pour toujours mon esclavage. Telles étaient mes rapides réflexions. Elles dictèrent ma réponse à mon père. J'exprimais le désir de visiter l'Angleterre, mais, cachant les véritables motifs de cette demande, je mis en avant l'intention de voyager et de voir le monde avant de me fixer pour toujours dans les murs de ma ville natale. Je pressai mon père avec ardeur et j'en obtins facilement le consentement, car il n'existait pas sur la terre un père qui fût plus indulgent et moins despotique. Notre plan fut bientôt arrangé. J'irai à Strasbourg, où Clerval viendrait me rejoindre. Nous passerions quelque temps dans les villes de Hollande. Nous ferions notre plus long séjour en Angleterre et reviendrions par la France. Il fut convenu que ce voyage durerait 2 ans. Mon père se plaisait à penser que mon union avec Élisabeth aurait lieu aussitôt après mon retour à Genève. Ces 2 années, disait-il, s'écouleront bien vite, mais au bout de ce temps, rien ne s'opposera à votre bonheur. Et, en vérité, je désire vivement voir arriver le moment où nous serons tous unis, sans qu'aucune espérance ni crainte vienne troubler notre calme domestique. Je suis content de votre arrangement, lui répondis-je. À cette époque, nous serons tous deux plus sages et j'espère plus heureux que nous ne le sommes maintenant. Je poussai un soupir, mais mon père, dont l'âme était pleine de bonté, cessa de rechercher le secret de ma mélancolie. Il espérait que de nouvelles scènes et le plaisir de voyager me rendraient le repos. Je fis alors mes préparatifs de départ. J'étais poursuivie d'une idée qui me remplissait de crainte et d'agitation. Je laisserais, pendant mon absence, mes amis exposés aux attaques d'un ennemi dont je leur cachais l'existence et qui s'irriterait sans doute en apprenant mon départ. Cependant, il avait juré de me suivre partout où j'irais. Ne m'accompagnerait-il pas en Angleterre?
Cette pensée était affreuse en elle-même et en même temps rassurante, puisqu'elle ne me laissait aucune inquiétude sur le compte de mes amis. J'étais au désespoir en pensant qu'il pût en être autrement. Mais pendant tout le temps que je fus l'esclave de ma créature, je me laissais gouverner par les impulsions du moment et, dans la situation où je me trouvais, j'étais intimement convaincue que le démon me suivrait et délivrerait ma famille du danger de ses machinations. Je partis vers la fin du mois d'août pour passer 2 années d'exil. Élisabeth approuvait les motifs de mon départ et regrettait seulement de n'avoir pas la même occasion d'enrichir son expérience et de cultiver son esprit. Mais elle ne put s'empêcher de pleurer en me disant adieu, et elle me pria de revenir heureux et tranquille. Nous dépendons tous de vous, dit-elle, et si vous êtes malheureux, nous le serons aussi. Je me jetai dans la voiture qui devait m'emmener sans savoir à peine où j'allais et sans m'occuper de ce qui se passait autour de moi. Je me souvins seulement, et ce fut avec une amertume affreuse que j'y pensais, d'ordonner qu'on emballât mes instruments de chimie pour les emporter, car j'étais résolue à remplir ma promesse pendant mon absence et à revenir libre s'il était possible. Agitée de tristes pensées, je passais devant un grand nombre de sites beaux et majestueux, mais mes yeux étaient fixes et inattentifs. Je ne pensais qu'au terme de mes voyages et à l'ouvrage qui allait m'occuper pendant ce temps. Après quelques jours d'une complète indolence, j'arrivai à Strasbourg, où j'attendis Clerval pendant 2 jours. Il arriva. Hélas, quel contraste entre nous! Il s'animait à chaque scène nouvelle, il était content d'admirer les beautés du soleil couchant, et plus heureux encore lorsqu'il le voyait se lever et commencer un nouveau jour. Il me montrait les variétés du paysage et les diverses nuances du ciel. « Voilà ce qui s'appelle vivre !» s'écriait-il. « Maintenant, je jouis de l'existence. Mais toi, mon cher Frankenstein, pourquoi es-tu abattu et mélancolique ?» Il est vrai que j'étais en proie à des pensées si tristes que je n'apercevais ni l'étoile du soir, ni le lever du soleil, dont les rayons dorés se réfléchissaient dans le Rhin. Et vous, mon ami, vous trouveriez bien plus de plaisir à lire le journal de Clerval, qui observait le pays avec l'œil du sentiment et du bonheur, qu'à écouter mes réflexions. Moi, malheureux, j'étais alors poursuivi par une malédiction qui fermait tout accès à la joie. Nous étions convenus de descendre le Rhin dans un bateau de Strasbourg à Rotterdam, d'où nous devions nous embarquer pour Londres. Pendant ce voyage, nous passâmes devant un grand nombre d'îles couvertes de saules et nous vîmes plusieurs villes superbes. Nous nous arrêtâmes un jour à Mannheim et, 5 jours après notre départ de Strasbourg, nous arrivâmes à Mayence. Au-dessous de Mayence, le cours du Rhin devient beaucoup plus pittoresque. Le fleuve court avec rapidité entre des montagnes qui, sans être élevées, présentent une pente escarpée et un aspect agréable. Nous vîmes un grand nombre de châteaux en ruine, placés sur les bords des précipices et entourés de bois sombres, élevés et inaccessibles. Cette partie du Rhin présente un paysage singulièrement varié. Sur le même point, on voit des montagnes escarpées, des châteaux en ruine qui dominent des gouffres effrayants, et le Rhin fangeux qui coule au bas avec rapidité. Et, au détour d'un promontoire, la Seine est occupée par des vignobles florissants, par de vertes collines, par les sinuosités d'un fleuve et par les villes populeuses. Nous voyagions à l'époque des vendanges et nous étions accompagnés par les chants des villageois pendant que nous descendions le courant. Malgré mon abattement, malgré l'agitation continuelle et pénible de mes sentiments, j'éprouvais encore du plaisir. Je m'étendis au fond du bateau et, les yeux fixés sur le ciel azuré et sans nuages, je m'imaginais goûter un repos auquel depuis longtemps j'avais été étranger. Et, si telles étaient mes sensations, qui pourra décrire celles de Henri? Il était,
pour ainsi dire, transporté dans un pays de fées. Il jouissait d'un bonheur rarement accordé à l'homme. J'ai vu, disait-il, les plus beaux sites de mon pays. J'ai visité les lacs de Lucerne et d'Uri, où les montagnes couvertes de neige descendent presque perpendiculairement sur l'eau, projetant une ombre sombre, impénétrable, et qui donnerait une apparence triste et mélancolique si des îles voisines et couvertes de verdure n'étaient là pour réjouir l'œil de leur aspect. J'ai vu ce lac agité par une tempête. Le vent élevait l'eau en tourbillon et offrait une image de la fureur des flots dans le grand océan, et les vagues se brisaient avec violence contre le pied de la montagne où le prêtre et sa maîtresse furent emportés par une avalanche, et où, dit-on, leurs voix sont encore entendues quand le vent cesse de souffler pendant la nuit. J'ai vu les montagnes du Valais et le pays de Vaud, mais cette contrée, Victor, m'enchante plus que toutes ces merveilles. Les montagnes de Suisse sont plus majestueuses et plus étranges, mais il y a un charme incomparable dans les rives de ce fleuve délicieux. Vois ce château suspendu sur le précipice, cet autre dans l'île, presque caché parmi le feuillage de ces arbres charmants. Vois maintenant ce groupe de villageois qui reviennent de leurs vignes, et ce village à moitié caché dans l'enfoncement de la montagne. Oh, certes, l'esprit qui habite et veille sur ce lieu a une âme plus en harmonie avec l'homme que ceux qui vivent sur le glacier ou se retirent sur les pics inaccessibles des montagnes de notre pays. Clerval, cher ami, même à présent je trouve du charme à me rappeler tes paroles et à m'arrêter sur l'éloge dont tu es vraiment digne. C'était un être formé dans la véritable poésie de la nature. Citation du poème The Story of Rimini de Leigh Hunt. Son imagination hardie et enthousiaste était tempérée par la sensibilité de son cœur. Son âme était remplie d'affections ardentes, et son amitié était de cette nature dévouée et étonnante dont le modèle, aux yeux du monde, n'existe que dans l'imagination. Mais la sympathie même de l'homme ne pouvait satisfaire son esprit vif. Il aimait avec ferveur des beautés de la nature que les autres ne regardent qu'avec admiration. Il aimait avec passion le bruit de la cataracte. Il trouvait un attrait dans le rocher élevé, dans la montagne, dans le bois épais et mélancolique, dans ses couleurs et ses formes, ce sentiment et cet amour qui n'avaient pas besoin d'un charme plus éloigné, ni entretenu par la pensée, car c'était à ses yeux qu'il devait le plaisir qu'il éprouvait. Allusion au poème de William Wordsworth, vers écrit quelques miles en amont de Tintern Abbey. Et où est-il maintenant? Est-il perdu à jamais cet être doux et aimable? N'est-il plus cet esprit si fécond, si riche en pensées hardies et magnifiques, qui formait un monde dépendant de la vie de celui qui le créait? N'existe-t-il plus que dans ma mémoire? Non, il n'en est pas ainsi. Ta forme si divinement travaillée et brillante de beauté est déchue, mais ton esprit visite encore et console ton malheureux ami. Pardonnez-moi d'épancher ainsi mon chagrin. Ces vaines paroles ne sont qu'un léger tribut que je paie à la mémoire de l'incomparable Henri, mais elles adoucissent mon cœur rempli de la douleur que me cause son souvenir. Je poursuis. Au-dessus de Cologne, nous descendîmes dans les plaines de la Hollande et nous résolûmes de faire en poste le reste de notre route, car le vent était contraire et le courant du fleuve trop lent. Notre voyage perdit ici l'intérêt qui s'attachait à un pays magnifique. Nous fûmes en peu de jours à Rotterdam, d'où nous fîmes voile pour l'Angleterre. Ce fut le moment d'un jour serein, à la fin de septembre, que j'aperçus pour la première fois les rochers blanchâtres de la Grande-Bretagne. Les rives de la Tamise présentèrent une scène nouvelle. Elles sont unies, fertiles et bordées de villes dont chacune réveille quelques souvenirs. Nous ne pûmes voir le fort Tilbury sans penser à l'armada espagnole. Nous vîmes aussi Gravesend, Woolwich et Greenwich,
lieu dont j'avais entendu parler jusque dans mon pays. Enfin, nous aperçûmes les nombreux clochers de Londres, celui de Saint-Paul qui s'élève au-dessus de tous, et la tour si fameuse dans l'histoire d'Angleterre. Et voilà, c'est la fin du chapitre 17. Et la chanson de Maxence. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde, aurait pu résonner, tout comme Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Je crois que c'est ça les paroles. Mais là ce soir je suis pas en... Est-ce que je prends les paroles? Oui, il me faut les paroles. Je réfléchis. Je regarde. Est-ce que j'ai les paroles à portée de main? Dans ce cas. Pardon. Hop. Est-ce que j'ai des paroles? Des paroles. Excusez-moi, c'est long. Vous voyez, je n'avais rien prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est autre chose. Non, je n'ai pas les paroles ici. Tant pis. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture de Frankenstein, et sans doute que ces chansons viendront à un moment ou à un autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous et passez une très belle nuit. Faites de très beaux rêves et à très bientôt. Merci beaucoup.